Donc, je reviens sur la presse du jour. Déjà, merci pour votre présence parce qu'on avait décalé, on avait déjà prévu une première édition il y a à peu près un mois qui avait été annulée faute de participants. Donc, cette édition est dédiée à la valorisation des données dans le secteur du TP. Donc, on a vraiment fait le focus sur cet univers-là, pas forcément du bâtiment au sens large, même si on pourra aborder certaines thématiques qui touchent au bâtiment. Mais là, on a deux acteurs qui vont plutôt vous parler du secteur du TP. Donc, ça dure jusqu'à 1h30. Après, s'il y en a qui souhaitent continuer à discuter entre eux, il n'y a pas de souci, hein, la chaîne restera ouverte. Et puis, de toute façon, on pourra échanger par la suite également. Alors, simplement, avant de rentrer dans le vif du sujet, on refait toujours une petite passe sur qui est cette factory. Donc, comme l'a dit Simon tout à l'heure, on est 4 copilotes. Ton écran n'est pas partagé, Gaël. Pardon? Ton écran n'est pas partagé. Merci Simon. C'est à ça que ça sert un copilote. C'est ça. La coordination efficace. Merci. Attends, je retrouve le partage. Hop. Est-ce que vous voyez mon écran cette fois-ci? Yes, c'est bon. Donc, comme je disais, cette factory est composée de 4 copilotes, 2 qui sont sur Toulouse, 2 à Montpellier. On a bien réparti sur le territoire avec chacun ses atouts. Donc, Magali est plutôt dans le monde de la valorisation des données, labellisation de l'éthique dans l'algorithmie. Et puis tout ce qui est autour de la stratégie data. Simon va plus être sur des sujets de pilotage, donc il a lui-même développé une solution, enfin ça, si tu veux en parler plus tard, tu pourras l'aborder, de pilotage par les données. Donc Data Sulting, moi je me suis présenté tout à l'heure, donc nous plutôt cabinet de conseil, avec de la réalisation, on fait aussi de la BI, enfin des sujets de ce type. Et Marie est cabinet d'avocat et est spécialisée sur toutes les thématiques qui touchent au numérique. Voilà, Marie n'est pas avec nous aujourd'hui. Je ne crois pas que Magali ne soit avec nous aujourd'hui aussi. Et donc, la factory, l'idée, hein, c'est qu'une fois par mois, on a un partage de connaissances sur une thématique liée à la valorisation des données. En ce moment, c'est vrai qu'on l'associe beaucoup à notre positionnement thématique et aux filières qu'on accompagne, enfin, sur lesquelles on communique on a des blocs thématiques tous les 3 mois. Donc là, en ce moment, on est sur le bâtiment et le secteur du TP. Pour autant, on peut l'aborder sous l'angle de besoins techniques, de besoins de répondre à des questions sur les usages. Par exemple, on a eu beaucoup de retours sur la maintenance prédictive, de demandes sur ces sujets. Donc, c'est quelque chose que si c'est plébiscité, on peut très bien le mettre à l'ordre du jour d'un atelier. Et dans tous les cas, on est dans une logique participative, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un code copilote qui propose. Et après, on attend bien entendu des nouvelles voix, des gens qui sont en force de proposition et qui ont potentiellement des choses qu'ils aimeraient partager. Donc là, on a 2 intervenants. Après, il peut y avoir des formats sans intervenants. Enfin voilà, c'est assez ouvert et c'est assez libre. Et on travaille également sur des actions de fond. On a lancé un observatoire de la maturité data des entreprises il y a maintenant 1 an, qu'on fait vivre en ce moment, et on a besoin d'aller chercher des répondants pour aller connaître cette maturité des entreprises en termes d'usage des données sur le territoire. Et on a aussi des livres blancs en sujet de fond. Il y en a un qui va être lancé cet après-midi sur les métiers de la data. Donc ça, c'est pour info, mais on aura l'occasion d'en rediscuter. Donc l'observatoire, Simon, je te laisserai peut-être prendre le relais là-dessus si tu veux bien, et puis après présenter les quelques chiffres que tu as ressortis. Donc chaque mois, on va vous donner quelques chiffres et vous montrer l'intérêt de cet observatoire justement au travers des chiffres et des remontées de data qu'on fait sur le terrain. Ouais, tout à fait. Donc, déjà, le lien, si vous n'avez pas encore répondu, si vous souhaitez évoluer votre maturité data et vous positionner sur une échelle de 1 à 5 et un peu sur un radar qu'on appelait les piliers de la maturité data, vous avez le lien qui est juste là. Je vais arrêter ton partage. Non, je peux reprendre la main. Yes, parfait. Je vais partager l'écran de mon côté. L'idée, c'est que je vous partage quelques chiffres qu'on a sur ce secteur-là. Donc, Géraldine avait des problèmes de micro. Voilà. Donc, on est sur la plateforme quelque part de reporting, comme l'a dit Gaël. Nous, on est éditeur de cette plateforme-là. En éditeur de cette plateforme-là. Donc, sur le secteur BTP, on a 33 réponses. Sur les réponses globales, je crois qu'on a plus de 450 réponses aujourd'hui. Donc, ça donne un bon petit panel. L'idée, c'est moi, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est que le secteur du BTP, c'est un secteur qui est encore assez peu orienté sur la donnée. Donc, 2 chiffres qui montrent ça. Je vais pousser ma barre là. 2 chiffres qui montrent ça. Seulement 57% on finalement pense que l'exploitation des données peuvent les aider, alors que c'est 80% au global.
et 30% qui ne savent pas, donc qui sont indécis, donc c'est quand même assez important. On voit que c'est un secteur qui challenge beaucoup la donnée et quelque part qui est un peu en manque de connaissances, puisque encore plus que sur les autres secteurs, ils en entendent, mais sans trop savoir ce que ça veut dire, voire ne connaissent pas du tout. Et donc ça, c'est quand même un sujet, nous, qui nous interroge, en tout cas, nous qui sommes dans le secteur digital, et à prendre en compte. J'ai vu que dans les participants, il y avait quelques-uns qui étaient sur des projets autour de ce secteur-là. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant. On voit que tous les chiffres sont vraiment en décroissance. Alors, la bonne nouvelle néanmoins, c'est que bizarrement, ils utilisent des choses pour piloter leur activité. Donc, à la fois, ils ne connaissent pas leur data, mais à la fois, utilisent finalement les données peut-être sans le savoir, hein, comme des bons médecins malgré eux. Donc, peut-être des data, pas analystes, pas jusque-là, mais en tout cas des utilisateurs de données sans le savoir, avec, et là, c'est assez étonnant, hein, des outils classiques Excel, des outils métiers, de manière assez standard. Et là, on retrouve finalement, on retombe dans les chiffres classiques qu'on peut avoir. On voit même des gens qui sont plutôt avancés. Donc, peut-être qu'il y a un switch, en fait, entre ceux qui n'y croient pas et donc continuent d'utiliser leur outil métier, puis ceux qui comprennent l'intérêt et pour le coup, là, basculent très fortement dedans. C'est d'ailleurs ce qu'on risque de voir dans nos présentations. Voilà un petit peu les chiffres intéressants que je voulais vous montrer sur cet observatoire. Bon, on en a quelques autres, mais c'était les 2-3 chiffres que je voulais vous présenter pour introduire ce sujet-là. Et du coup, je te relaisse la main, Gaël, pour repartager la présentation et introduire nos intervenants. Merci, Simon. N'hésitez pas si vous avez des questions au passage, hein, j'en profite pendant que Gaël reprend la main. Soit dans le chat, soit en live. C'est bon, Simon? Ouais, parfait. Super. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on voulait aborder avec vous, c'est ce secteur du TP, du BTP au sens large, voir les enjeux en présence et les impacts de la technologie dans ce secteur d'activité, puisqu'on voit qu'il y a pas mal de nouveaux usages qui arrivent. Mais par contre, on voit que le sujet data, il reste encore assez immature dans ce secteur-là. Et comme le disait, je crois que c'est Michel tout à l'heure, il disait, bon, voilà, le reste, il y a beaucoup de choses à venir dans ce secteur d'activité. Et l'idée, c'est qu'on voulait partager avec des gens qui sont et qui évoluent dans ce secteur-là aujourd'hui. Donc, on a 2 intervenants. Jérôme qui va représenter la société Waze, qui a aussi une autre société qui s'appelle MWSC, donc qui est dans les usages autour de l'IoT. Et là, aujourd'hui, il va faire un focus sur cette Waze, qui est réellement un outil qui permet de révolutionner l'industrie du transport et du béton. Là, j'ai rien inventé, c'est écrit sur leur site web, du béton prêt à l'emploi. Et en parallèle, donc, on aura la deuxième intervention. Et donc là, c'est c'est Florent qui va intervenir, qui est DSI chez Sofilec, qui a des agences qui s'appellent LocPlus, qui font de la location de véhicules de chantier et qui parlera, eux, des usages, des enjeux et potentiellement des freins et des difficultés qu'on peut avoir à mettre à profit la donnée dans leur activité. Et bien entendu, si vous souhaitez intervenir, n'hésitez pas, on vous donnera la parole après ces 2 interventions. Donc, ce que je propose, c'est que Jérôme, tu te présentes un petit peu plus. Là, on a des nouvelles personnes, donc tu puisses expliquer ton positionnement. Tu expliques un peu ce qu'est Waze et quels sont les enjeux ou les sujets que tu traites au travers de ta société et tes solutions. Je vais réactiver le micro, ça sera plus facile. J'ai le droit à combien de temps déjà? Tu as le droit à une vingtaine de minutes. Après, on te coupera la chic si jamais. Allez, je vais partager mon écran. Hop. Dites-moi quand c'est bon. C'est bon. Je passe en plein écran. Donc, je vais juste représenter rapidement la société et les enjeux que nous avons rencontrés. Donc, comme on le disait, comme le disait Gaël, j'ai 2 sociétés. Donc, la première, c'est celle qui conçoit, qui est créateur de solutions complètes pour les objets connectés, donc c'est MWSC. Et plus particulièrement dans le monde des matériaux de construction et du BTP, on a créé une filiale qui s'appelle Waze et qui est adaptée à ce métier. Donc, MWSC, c'est une société qu'on a créée en 2013, basée à Montpellier. On a une expérience confirmée dans tout ce qui est développement de produits électroniques, de systèmes qui vont remonter des données par le cellulaire, par les modules cellulaires. Et on développe beaucoup d'applications depuis maintenant 5 à 6 ans pour exploiter les données qu'on récolte.
On est une équipe de 20 collaborateurs qui vont de l'ingénieur en électronique jusqu'au l'ingénieur en développement web, au product owner. Donc, une bonne petite équipe de R&D. Et on a réalisé l'année dernière un chiffre d'affaires d'1,7 million. Donc, plus particulièrement, ce qu'on conçoit, c'est vraiment on conçoit l'électronique, le logiciel embarqué, la solution serveur qui va récolter les données et on met ces données en musique avec des applications web et mobiles. Donc, on a à l'heure actuelle une vingtaine de milliers d'objets connectés qui sont en service à travers la France et l'outre-mer. 5000 objets qui sont connectés dans le BTP. On connecte aussi des unités de production pour récolter de la donnée, donc des centrales à béton, des carrières, des centrales d'enrobés. Donc ça, on en a à peu près 800 en France. Et on édite chaque jour 20 000 bons de livraison dématérialisés, donc, sur lequel il n'y a plus d'impression papier. On est passé au tout numérique. Et on a à peu près, depuis 1 an et demi, déployé des systèmes à l'autre bout du monde sur d'autres fuseaux horaires, donc en Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte. Donc, on a à peu près 3000 objets connectés hors de France. On a aussi des objets qui sont sur le continent africain, donc dans des pays divers et variés. Donc, on commence à voyager avec nos objets un peu à travers le monde. Le métier d'MWC, rapidement, c'est de prendre la problématique de client, de faire l'étude de faisabilité, un petit POC, donc la partie électronique, développer le produit de bout en bout, l'industrialiser et ensuite le déployer sur le marché en faisant de la maintenance, en faisant vivre tout au long du projet. Donc, c'est le cycle qu'on a suivi avec notre client préféré du moment, Waze. On avait des connaissances dans le marché du BTP qui sont venus nous voir avec leurs problématiques et on a réfléchi à une solution de toute nouvelle génération pour répondre à leurs problématiques de tous les jours. Donc, c'est là qu'on a créé notre filiale Waze, donc, qui est spécialisée dans les solutions connectées pour l'industrie des matériaux de construction. Donc, tout d'abord, les enjeux que nous avons rencontrés dans le secteur du BTP, c'est que le BTP en France, ça reste une industrie majeure, car on a des grosses références. On peut parler de Eiffage, NGE, Colas, Bouygues, qui sont des grands noms à travers le monde de la construction. Mais ce milieu doit se moderniser, comme il a été dit précédemment, impérativement pour suivre différents enjeux que nous rencontrons régulièrement chez nos clients. Donc, c'est par exemple la traçabilité pour la qualité des ouvrages. Quand ils produisent des matériaux et qu'ils utilisent ces matériaux, il faut que les matériaux qui vont être utilisés soient les bons et soient appliqués dans des bonnes conditions. Sinon, on a des incidents assez graves, des grues qui se cassent la figure, des ponts qui peuvent se casser la figure, donc des grosses problématiques. Il y a aussi une forte évolution vers la digitalisation de tous les process, donc qu'on connaissait depuis 6 ans et qui est encore plus accélérée avec le Covid, où l'interaction entre les personnes a dû être réduite, et donc réduite, mais en gardant un niveau de qualité. Donc, c'est là où on a dû rajouter des outils. On parle aussi beaucoup dans ce milieu de transition écologique, donc de réduction des émissions de CO2. Donc là, on est obligé d'analyser et donc de justifier. Et donc, les objets connectés apportent aussi des choses intéressantes et la data encore plus. Et finalement, on voit que les clients demandent à avoir beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de data, donc à ce qu'on leur remette de l'information sur les produits ou sur la façon dont sont réalisés les travaux. Donc, la data qui est générée par celui qui fait le producteur de matériaux doit être remontée jusqu'au client. Donc, on doit mettre à disposition des portails et des notifications de plus en plus souvent. Tout ça dans un contexte de chantiers colossaux. Je vais parler de quelques chantiers. On a sur Paris, nous, ce qui nous a lancé il y a maintenant 6 ans dans le béton sur Paris, c'est le chantier du Grand Paris avec les travaux sur la ligne 15, la ligne 16 pour l'agrandissement des lignes de métro. Et là, il y a les nouveaux chantiers qui arrivent, qui ont commencé. C'est par exemple le Lyon-Turin, la ligne LGV entre Lyon et Turin, le futur chantier du canal Seine-Nord entre Le Havre et Paris, l'enfouissement des déchets nucléaires CIGEO et les EPR, donc la construction des futurs EPR qui devraient commencer. Ce que je vais vous présenter, c'est vraiment ce qu'on a fait sur la logistique des matériaux de construction dans le marché du béton prêt à l'emploi. C'est le marché
sur lequel nous innovons le plus et qui est le plus mature parce qu'ils ont vraiment des problématiques assez pratiques et sur lesquelles on arrive bien à réagir avec des objets connectés et de l'interface. Donc, c'est ce qu'on appelle chez nous BétonSync. Donc, tout d'abord, pour mettre en place une de nos solutions, pour vous expliquer, on s'interface avec les unités de production. Donc, les unités de production sont des producteurs de data qui vont typiquement renseigner quel est le client, quel est le chantier, quel est le type de produit qui va être livré. Donc, on a déjà pas mal de data qu'on récupère en s'interfaçant avec les bases de données des ERP qui se trouvent à chaque unité de production. Donc, les unités de production, ça peut être concrètement une centrale à béton, une carrière sur laquelle il y a un pont bascule, un magasin de négoce ou alors une centrale d'enrobé. Une fois qu'on a récolté ces données qui arrivent sur nos serveurs, on sait ce qui doit réellement se passer, ce qui est prévu. Et à ce moment-là, on va envoyer l'information sur des tablettes, sur des téléphones, pour donner au conducteur ce qu'il a à faire, où il va, quel chantier il va livrer. Et on va en parallèle récolter des données du véhicule qui vont nous redonner de la data qui va nous permettre d'analyser un peu comment se passe la livraison. Donc, à quelle heure il va partir d'une centrale, à quelle heure il va arriver sur un chantier, comment il va attendre, combien de temps il va attendre, combien de temps il va livrer grâce au capteur, par exemple, de levée de benne ou de détection de livraison. S'il va rajouter des produits dans le béton, on a des systèmes qui permettent de rajouter de l'eau, donc on va pouvoir voir s'il y a des produits qui sont rajoutés. Et donc, on va en plus récolter ces informations et on va en profiter pour ajouter un peu de digitalisation sur le process des salariés, où bien souvent, ils étaient obligés de renseigner des choses qui étaient inscrites sur les véhicules ou inscrits sur un compteur. On va récupérer ces informations, les mettre dans l'application par une liaison avec le serveur et ensuite les aider à compléter. Et on récolte au final toutes ces données qu'on va remettre à disposition sur des portails clients ou des portails pour les utilisateurs en interne, pour les salariés, ou des portails pour les prestataires qui vont intervenir sur la livraison. Hop, je suis reparti en arrière. Et au final, on va pouvoir aussi remonter toutes ces données vers des services généraux où on va aller se réinterfacer donc, sur des indicateurs pour la direction, sur de la gestion sociale, sur des fiches de paye, sur du planning, sur des outils de logistique. Et c'est tout en haut où vont intervenir l'exploitation de ces données, donc des datas où nos clients sont de plus en plus demandeurs. Pour rentrer un peu plus dans le détail sur le système, sur les systèmes électroniques que nous avons conçus pour le béton, on a pris un exemple qu'on connaît bien, donc une toupie béton, sur laquelle on va avoir un compteur d'eau à l'arrière qu'on va connecter avec de l'électronique pour savoir la quantité d'eau qui est rajoutée dans le béton et à quel moment elle est rajoutée, parce que c'est très important de savoir si c'est avant la livraison ou après la livraison que l'eau a été rajoutée et si c'est au milieu ou en fin de livraison. Un capteur de rotation qui va nous permettre de savoir si la toupie est en train de tourner dans un sens ou dans l'autre et à quelle vitesse, qui va nous permettre de savoir si le béton est bien mélangé, bien malaxé. Et aussi des capteurs de géolocalisation qui vont nous permettre de savoir, bien sûr, où se trouve le véhicule, mais aussi de savoir quel est le conducteur et quelle est la consommation du véhicule grâce à l'interfaçage avec le véhicule. Au final, une fois qu'on a toutes ces données, il faut, comme je vous disais, les présenter. Donc, on a créé un portail pour avoir une solution complète qui part de l'électronique jusqu'à l'application web et l'exploitation de ces données. Donc, on a un portail qui va être très métier, qui ne va pas être un portail de géolocalisation, mais un portail de suivi de livraison pour le béton prêt à l'emploi, sur lequel on va faire plein de choses automatiques avec toutes les données qu'on va recevoir ou produire, comme par exemple afficher les chantiers, où se trouvent les chantiers. Donc, les chantiers, pour vous donner un exemple, on sait qu'un chantier est potentiellement à une adresse, mais comme c'est souvent des chantiers en construction, on n'a pas l'adresse exacte. Donc, ce qu'on va faire, c'est que grâce au capteur, on va avoir des algorithmes qui vont replacer le chantier et recréer la zone de livraison au fur et à mesure de l'ensemble des livraisons qui vont être faites. Vous avez aperçu que vous avez des chantiers qui sont des maisons individuelles, donc c'est simple à dessiner, mais quand vous êtes en train de faire du béton sur une autoroute, le chantier va être assez long. Donc, on va devoir dessiner une zone avec un peu d'algorithme, avec de l'intelligence dans nos algorithmes.
et l'exploitation des données. Et ensuite, on va avoir les véhicules qui vont se déplacer et sur lesquels, là, on ne le voit pas très bien. Vous allez pouvoir avoir des couleurs qui vont vous permettre de savoir dans quel état se trouve la livraison et donc de savoir s'il est en train de livrer, s'il est en train d'attendre sur un chantier. Et là encore, on va exploiter l'ensemble des données qu'on a pour pouvoir donner des indicateurs clairs aux clients. Donc, je vais sortir un peu de ma presse pour vous montrer quelque chose de plus parlant. Donc là, je me suis mis sur les chantiers d'un de nos clients qui nous autorise à présenter ces données. Et là, donc là, ce que vous allez voir, c'est l'ensemble des chantiers qu'il exploite sur Paris à l'heure actuelle, aujourd'hui. Donc là, vous voyez tous ces chantiers. Et si j'enlève les chantiers, vous allez voir l'ensemble de ces véhicules avec des couleurs qui vont être des couleurs métiers qui vont leur permettre de savoir où en sont les véhicules. Donc, un exemple, c'est que là, j'ai 3 véhicules qui sont sur un gros chantier qui se trouve sur le boulevard circulaire, donc sur le périph'. Et donc, on sait qu'on a 3 véhicules qui se trouvent sur le chantier. Et ces 3 véhicules qui se trouvent sur le chantier ont des couleurs différentes. 2 en jaune, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à livrer, et un orange qui permet de dire ce véhicule est en attente de livraison. Donc, celui-là n'a pas commencé à livrer. Donc là, ça permet tout de suite de savoir ce qui se passe et d'avoir un état pour la personne qui exploite le véhicule, savoir où en est sa livraison. Donc là, je vais reprendre un autre véhicule qui est en vert, mais qui est en train de se rendre sur le chantier. Et je vais retrouver que ce véhicule va livrer le client Bode Fondation, qui lieu de livraison, c'est la Tour The Link, boulevard circulaire, et que le transporteur, c'est Guenec, il a 7,5 m3 de béton, que le type de béton qu'il a à l'intérieur, c'est un C40 50 360 kg de ciment, et qu'il a produit son béton à 12h15, qu'il est parti à 12h22 de la centrale, et qui devrait arriver dans 26 secondes, dans 23 secondes au chantier, en heure théorique. Et ensuite, on verra toutes les autres horaires qui vont se renseigner au fur et à mesure qu'il avancera sur sa livraison. Là, on le voit continuer à avancer. Il est presque arrivé, parce que la tour étant là. Donc, voilà un peu sur l'exploitation de différentes données interfacées, donc remise en valeur par nos algorithmes. Mais toutes ces données demandent encore du traitement. Il y a pas mal d'informations qu'on a qui peuvent être encore exploitées dans du big data. Hop. Je vais repartir sur la présentation et continuer. Derrière, ce que ça va permettre d'avoir, donc là, je vous ai montré du temps réel. Le temps réel, ça permet de voir ce qui se passe à l'heure actuelle et aider les opérationnels à appeler un chauffeur qui est en retard, à prévenir un client que le véhicule va arriver, qu'il est parti de la centrale, donc des statuts de livraison. Mais on va retrouver aussi un suivi de livraison. Donc là, vous avez la liste des BL d'une centrale ou d'un client qui sont avec des couleurs qui vont nous permettre de savoir dans quel état il se trouve sur les livraisons qui ont été réalisées ou sur les livraisons qui sont en train d'être réalisées. Donc avec des couleurs, avec tout ce qui va bien. Donc vous retrouvez le véhicule, le numéro du BL, le client, le chantier. Et là, la possibilité d'aller voir un historique de livraison d'un BL pour savoir comment c'est concrètement réalisé la livraison pour lever les litiges, parce que c'est un métier où on demande souvent des réparations quand le véhicule est arrivé en retard ou on a des doutes sur la qualité du béton parce que le véhicule a attendu trop longtemps sur un chantier. Donc là, on a la possibilité de sortir des données factuelles de comment s'est réalisée la livraison et que le client puisse justifier ce qui s'est passé et comment ça s'est passé. On a une synthèse, par exemple, j'ai extrait ça du logiciel, c'est une synthèse du processus de livraison. Donc, vous allez savoir, par exemple, à quelle heure est parti de la centrale le véhicule, le temps de trajet à l'aller, 31 minutes, qui a été automatiquement renseigné par la détection d'entrée et de sortie du véhicule de la centrale et du chantier, et non pas d'une saisie d'un conducteur, ce qui était fait sur papier autrefois. Les temps d'attente et les temps de livraison, grâce aux capteurs qui vont nous permettre de savoir quand est-ce qu'ils malaxent et quand est-ce qu'ils vident le béton sur le chantier. La signature du conducteur, on remonte l'heure à laquelle a été signé le BL par le conducteur pour s'assurer que le conducteur a bien fait signer après la livraison sur le chantier le bon de livraison, pour encore donner du poids à la signature. Et ensuite, on va pouvoir, grâce au capteur, dire qu'il y a eu un ajout d'eau et quantifier le volume d'ajout d'eau, qui est très important dans ce marché-là, parce que si jamais vous avez un rajout d'eau qui est fait sur le chantier par le
la personne qui réceptionne le béton, les assurances qui couvrent les problématiques de fissure ou de casse d'un mur ou d'un béton sont levées parce que l'ajout déforme la formule du béton. Et donc là, on n'est plus conforme à ce qui a été produit. Et donc, c'est le client qui prend la responsabilité de n'être plus assuré dans ce cas-là. Et ensuite, vous avez le temps retour et le temps total de livraison qui est automatisé et qui permettent d'avoir des données fiables pour exploiter derrière ces données. Donc nous, ce qu'on a retrouvé dans ce métier en termes d'attente, c'est que les clients, ils veulent plus développer des solutions, ils veulent prendre des briques, avoir des solutions clés en main pour des déploiements rapides. Donc ça, c'est la force des solutions qu'on a déployées dernièrement. Des systèmes qui sont interopérables et sécurisés. Donc interopérable, c'est ce qu'on a été obligé de faire, c'est-à-dire s'interfacer à différentes ERP de production dans différents métiers pour pouvoir récolter de plus en plus de données. Donc on est devenu un peu un hub de données pour certains de nos clients et surtout de la sécurité parce que on va dépoussiérer des données qui se trouvent dans des centrales à béton, par exemple. On va remonter de l'information qui est assez critique et qui est facilement accessible. Donc, c'est à ce moment-là qu'on doit fortement sécuriser ces données. Et ensuite, pouvoir exploiter l'ensemble des données de nos solutions qui peuvent être captées, extraire des indicateurs qui vont permettre de piloter leur processus industriel. Dans le cas, on s'est aperçu qu'en mettant nos systèmes, des clients avaient en temps réel des informations qui mettaient des semaines ou des mois à voir et donc qui n'allaient plus chercher. Donc maintenant, en un clic sur nos logiciels, ils ont des données qui sont assez critiques. Et ensuite, ils veulent pouvoir jouer avec les données, donc les manipuler. Et donc, on nous parle de plus en plus de s'interfacer avec d'autres systèmes qui vont pouvoir, du Power BI ou autre, qui vont pouvoir télécharger nos données et mettre en valeur ces données à la volonté du client pour trouver des indicateurs pertinents. Et ils veulent, nos grands groupes nous demandent de leur donner les données pour qu'eux recherchent leurs indicateurs et qu'ils puissent faire leur manipulation, que ce ne soit plus nos logiciels qui leur mâchent le travail. Ils veulent vraiment avoir accès à leurs data pour pouvoir travailler des nouveaux algorithmes et donc aussi, pour certains, proposer des services innovants, des nouveaux modèles de facturation plus intéressants pour eux et pour leurs clients. Donc là, c'est pour ça qu'on a regroupé un peu dans nos solutions ce qui peut être résolu par le big data. Donc, ces trois process-là. Voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous présenter. Et puis après, si vous voulez, je pourrais rentrer dans les différents détails. Je suis resté un peu large dans la solution parce que je peux en parler pendant des heures. Mais on a essayé de vous synthétiser un peu ce qu'on faisait. Du coup, j'ai une question qui est directement liée, parce que là, c'était un peu le côté tout beau, entre guillemets. C'est quoi les difficultés que tu rencontres typiquement pour collecter les données ou pour arriver à embarquer certains acteurs qui ont… Le TP est un secteur très terre-à-terre, sans mauvais jeu de mots. La maturité des logiciels. C'est-à-dire que nous, on est parti sur des technologies modernes au vu de la solution et on reste toujours sur des technologies assez récentes. On va dire que de parler de web service pour s'interfacer, ça n'existe pas. On parle plus de vieux systèmes électroniques, de solutions qui ont 20 à 30 ans. Et donc, on va parler de fichiers à plat posés sur un serveur qui n'est pas accessible. Donc, on a été obligé de mettre en place toute une technologie d'interface pour permettre aux clients de récolter ces données. Donc, on n'a pas de standard. On est obligé d'aller faire un gros travail d'interface. Ça, c'est une grosse difficulté. C'est pour nous une des plus grosses difficultés. Après, par contre, positivement, on a des clients qui sont demandeurs d'avancer. C'est pour ça qu'ils viennent nous voir. Donc, c'est qui veulent des nouvelles technologies, qui veulent être innovants et simplifier leur process. Donc, ça, c'est plutôt moteur. Mais par contre, quand on travaille avec leurs outils, on n'est pas sur des web services bien détaillés. On est obligé d'avoir des experts chez nous qui connaissent le métier pour comprendre les datas qu'on récolte et comment on peut les récolter. On peut les récolter. Ok, merci. Et si vous avez des questions, je ne sais pas, normalement, vous pouvez réactiver votre micro.
N'hésitez pas à les N'hésitez poser. pas, si Sinon, vous avez des questions, effectivement, soit à prendre le micro, soit à les poser directement dans le chat. Je sais pas. Merci Jérôme pour la présentation, c'est super, super enrichissant. Moi j'avais deux questions liées à l'ERP, parce que je pense que c'est effectivement un vrai sujet. Est-ce que tu renvoies des données dans l'ERP, d'une part, ou dans les ERP, et deux, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as été chercher des clients en direct et que tu n'as pas réussi à convaincre les éditeurs de RP que c'est eux qui auraient dû acheter cette solution et quelque part l'embarquer, marque blanche ou avec un accord avec toi, mais visiblement, ce n'est pas le chemin que tu as suivi. On aurait préféré, mais bon. Non, pour en revenir un peu sur la genèse de la société, nous a laissé travailler sur une société marseillaise, une filiale de Colas, qui était très innovante, ça fait 30 ans qu'ils sont innovants sur Marseille, sur le développement des process de béton prêt à l'emploi. Et c'était des gens qui sont assez carrés, qui ont des bonnes méthodologies depuis des années. Et on a travaillé avec eux. Et en fait, ils avaient des logiciels, ils nous ont dit, vous avez qu'à vous interfacer avec eux. Nous, on a fait pas de problème, on crée un catalogue de web services, on crée le code dans leur langage, on leur envoie le code pour qu'ils puissent l'intégrer dans leur programme. Et au bout de 2 ans, ils ne l'avaient toujours pas fait, donc on a compris qu'on devait se débrouiller. Et parce que pour eux, ils ne comprenaient pas l'intérêt, et je pense qu'ils n'ont toujours pas compris, de s'interfacer, de remonter la donnée. Et en gros, on a fait tout le travail et on a réussi à sortir une solution complète qui, on s'est aperçu sur le réseau qu'elle était très intéressante pour d'autres sociétés. Les éditeurs de logiciels, quand on a été les voir en disant écoutez, nous, le marché du béton prêt à l'emploi, on le connaît de loin, on ne connaît pas les acteurs, écoutez, on va passer par vous pour aller distribuer notre logiciel et rester sur une WSC qui est de concevoir et des solutions complètes, quoi. Et du coup, ils nous ont dit non, on va faire la même chose que vous. Écoutez, redévelopper, il n'y a pas de souci. Et puis, nous, c'est vrai qu'on ne connaît pas le marché, mais on va essayer d'aller en vendre 2-3 ailleurs. Et puis, en fait, la jeunesse de la société, la qualité de ce qu'on sortait, a fait qu'on a été aspiré par le produit. Et du coup, on a signé 40% des équipements en béton sur la France, avec des grands groupes. Vous connaissez tous Lafarge. On n'a pas signé Lafarge, on a signé Cemex, qui est aussi gros que Lafarge sur la France. On a signé Vicat, qui est la plus grosse société française maintenant, vu que Lafarge est devenue suisse. Et on a signé la plupart des indépendants en France, par la qualité du logiciel et la partie innovante du logiciel. Et donc, les éditeurs, on a été en revoir d'autres en leur disant ça ne vous dirait pas qu'on travaille ensemble. Et ils n'ont toujours pas compris l'intérêt, parce qu'eux, ils sont concentrés sur la production et non pas sur la logistique. Et donc, on continue à s'interfacer avec eux, mais on n'a pas réussi à trouver des partenariats parce que pour eux, le métier, c'est de produire et ce n'est pas de livrer le client. Donc, c'est pour ça qu'on s'est positionné, parce qu'il y avait un manque et qu'on a été choisi par nos clients. Merci. Bel exemple dans quoi la donnée peut quand même changer grandement le métier, je dirais, parce que le bon de livraison, entre guillemets, que tu montrais tout à l'heure, je pense que c'est une vraie révolution dans l'approche qui existe actuellement. Et finalement, quand on regarde l'infrastructure, je ne doute pas que vous ayez rencontré beaucoup de difficultés dans l'interface et tout, mais finalement, capteur IoT, bonne gestion de données, nouvelles techno, et voilà. Et, ça fait combien de temps que vous avez créé le produit, par curiosité ? Notre premier client historique, quand on a commercialisé le produit, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans. Et on l'a présenté en salon il y a 3 ans. On a fait un salon, pour te dire la folie, on a fait un salon au mois de mai, quand il n'y avait pas de Covid. Au mois de juillet, on savait qu'on signait un déploiement national de 1000 véhicules sur toute la France. C'était vraiment… j'ai jamais fait de salon comme ça. Et en fait, ce que nous, on découvre et qui nous fait rire chez les clients, c'est que les clients ils nous disent « Ah, mais c'est super, en un clic, j'ai les données de mon BL signé par mon chauffeur. » Ouais, tout à fait. Et on est là, mais c'est la secrétaire qui fait la facturation qui nous dit avant, je devais prendre la pile de BL qui arrivait un mois après, repointer et réanalyser. Et nous, on lui sort des exports Excel avec toutes les données consolidées de droite et de gauche. Et ça lui mâche le travail. Ah, évidemment, évidemment. Non, mais c'est pour ça que je trouve que c'est un excellent exemple, parce que qui part d'un vrai besoin et quelque part
d'un premier client qui a compris l'innovation, qui a compris l'intérêt du digital et qui finalement t'aide à mettre en place, à développer une solution pour ensuite lancer une boîte. Voilà, tu l'as dit, je pense qu'il y a une vraie réussite aujourd'hui avec une approche quelque part qui tombe sous le sens quand on sait ce qu'on peut faire aujourd'hui avec le digital, mais qui dans la réalité n'est pas déployé parce que des vieux éditeurs, parce que pas de vision sur la donnée, et ainsi de suite. Donc, c'est un excellent retour d'expérience. Merci beaucoup. Après, le manquement qu'on a à l'heure actuelle, c'est qu'on génère énormément de données et on ne va plus assez vite sur l'exploitation des données. Et c'est la prochaine évolution, c'est de mettre, comme je le disais, de mettre des outils pour que nos clients puissent encore plus exploiter les données. Là, on a fait la solution d'exploitation basique des données, mais ce qu'ils veulent aller rechercher, c'est détecter quand il y a des vols massifs de béton, des pertes de rentabilité, des choses, des pertes, des mauvaises adaptations entre la réalité et le chiffrage qui est fait. Donc là, c'est là où aussi tout ce qui est big data, l'exploitation de ces data doit venir ensuite au-dessus de notre solution. Et ça, les clients, ils te le remontent quelque part. Ils ont identifié les usages sur lesquels ils aimeraient bien positionner des use cases. En fait, s'ils avaient identifié les usages, on pourrait leur proposer des solutions. Ouais. Là, ce qu'ils veulent, c'est avoir les données et s'amuser à faire des tris dans tous les sens pour pouvoir travailler la donnée. Donc là, c'est plus des data scientists, des choses comme ça. C'est le data science, ouais. Ouais. Mais bon, nous, on a découvert des choses, des vols massifs en installant des systèmes, des problèmes de productivité sur les livraisons par des mauvais plannings. Donc, nous, on travaille plus sur les outils opérationnels, donc sur la mise en place de planning dynamique en temps réel. Mais pour nous, il y a énormément de choses à faire avec ça. Ok, super. Et vous travaillez un peu sur l'enrichissement de ces données là, que vous collectez avec des données de l'open data, des choses, vous croisez un peu pour enrichir la valeur de la donnée? Alors, on croise déjà avec toutes les données qu'on a. C'est déjà un gros travail. Typiquement, entre rapprocher des clients, des chantiers et des données de capteurs, on fait pas mal d'algorithmes de plus en plus. On travaille typiquement sur la partie planning. Je vais prendre un exemple. Vous avez un chantier qui se trouve ici. Vous allez livrer ici. Vous savez que vous allez mettre 25 minutes pour le livrer en toupie béton habituellement. Le chantier qui va se trouver juste à côté, vous allez pouvoir estimer que la moyenne, c'est 25 minutes. Donc, alors, vous allez pouvoir travailler votre planning et proposer à l'utilisateur qui va rentrer une zone de livraison que le temps moyen de livraison dans cette zone, c'est 25 minutes. Donc, ça, c'est déjà des données qui nous appartiennent, qu'on essaye de travailler. Et on a aussi énormément de données de clients finaux sur lesquels on est en train de proposer des services à nos clients bétonniers pour qu'ils puissent proposer des services à leurs clients finaux. Intéressant. Mais on n'a pas encore été rechercher des web services, par exemple de l'open data sur la météo, l'open data sur des travaux en ville. Ces services-là, on ne les exploite pas encore. Okay. Top. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Sinon, on enchaîne avec Florent. Gaël et moi, on va être intarissables en termes de questions, donc on va… Ouais, mais il faut qu'on se méfie quand même. Il faut un peu se limiter, nous aussi. N'hésitez pas, je répète par chat ou en prenant le micro. Bon, du coup, je te remercie, Jérôme. Si tu vois des sujets que tu aurais aimé aborder, que tu as oubliés, n'hésite pas d'ici la fin de pouvoir les repousser. Et du coup, je propose qu'on enchaîne. Alors, je vais reprendre la main. Par contre, il faut arrêter le partage de l'écran. Je suis en train de chercher où il est en fait. Alors, attends, c'est bon. Je peux t'arrêter. Je peux te forcer la main. Ouais, c'est bon, je l'ai arrêté. Je suis trop avant toi. Donc là, j'ai proposé à Florent, donc le DSI de Sofilec, de prendre le relais, de nous parler de l'activité de Log+, puisque c'est le focus sur lequel qu'on va faire. Florent, à toi de jouer. Je ne sais pas si… Bonjour. Le micro. C'est bon? Oui, c'est bon. On voit, c'est parfait. Donc, le groupe Sofilec, c'est la holding de 3 sociétés. Log+, donc spécialisé dans les engins de chantier. Donc, la gamme va de la petite pilonneuse ou du simple perfo jusqu'à la 14 tonnes, donc du matériel assez lourd. Donc, on a une gamme de produits qui peut aller de quelques centaines d'euros à plusieurs centaines de milliers d'euros.
Apex, c'est une seconde filiale qui est spécialisée dans tous les véhicules qui sont sur la route. Donc, ça passe du camion Ben au camion nacelle jusqu'à la Clio ou la Mégane et toutes les gammes d'utilitaires pour les déménagements, par exemple. Covetech, toujours en lien avec le TP, c'est une société de service qui fait ce qu'on appelle des VGP. C'est une société de contrôle qui va faire les vérifications périodiques des engins de travaux publics, donc qui travaille pour de nombreuses sociétés qui sont dans le TP pour contrôler tous les engins de chantier. Donc la VGP, c'est tout ce qui est engins de travaux publics. Et en parallèle, il y a le contrôle technique pour tout ce qui est sur la route, mais ça, on n'en fait pas. Donc, les trois structures sont en rapport avec le BTP et on a une organisation qui est en train d'évoluer très, très rapidement. Donc, en 2016, on avait 25 millions de parcs. Et en 2022, je pense qu'on va arriver à 80 millions de parcs. Donc, le parc, c'est la valeur de tous nos outils mis à disposition à la location. En plus, on a une forte croissance forcément du nombre de collaborateurs. Et notre organisation, comme on l'a dit, elle est tournée autour des statistiques parce qu'historiquement, dans le TP, c'est un milieu qui est très pauvre en système d'information et du coup, on s'appuie énormément sur les statistiques pour pouvoir travailler le sujet. Ok, donc du coup, là, on va rentrer un peu dans le vif. Chez Sofilec, c'est quoi les enjeux liés à la data? Et puis plus globalement, pour toi, dans le BTP, dans ton secteur d'activité, c'est quoi les principaux enjeux que tu relèves? Les principaux enjeux, c'est qu'on est dans un monde qui est assez pauvre au niveau technologique et on a des machines des matériels qui sont de plus en plus technologiques. Donc, on a des véhicules qui arrivent, qui communiquent. On a des matériels qui communiquent, qui ont des consoles de plus en plus sophistiquées. Nous avons des outils annexes, parce que tout n'est pas intégré dans nos ERP, qui nous donnent des informations. Et aujourd'hui, il faut faire communiquer tout ce monde-là. Donc, il y a un fort enjeu sur l'harmonisation des données qui, de base, est très compliqué. De plus, les coûts évoluent à la hausse, alors que la location brute n'a pas d'évolution à la hausse. Donc, il faut comprendre, il faut analyser et il faut optimiser en fait notre outil de travail qui est la location. Donc, un parc qu'on va essayer de maîtriser à l'aide de la donnée, pas que, mais à l'aide de la donnée, va permettre d'optimiser en fait notre rentabilité et de mieux travailler avec nos clients. Aujourd'hui, toutes ces données, ça va toucher aux clients, ça va toucher aux fournisseurs. On travaille avec des gros groupes, on travaille avec des particuliers, on travaille avec des grosses machines, des petites machines. Toutes ces données, il faut leur trouver des axes communs. Donc, il y a un énorme travail aujourd'hui sur la cohérence de ces données et le rapprochement pour pouvoir analyser nos usages. Ok. Alors, du coup, peut-être avant de rentrer dans les usages, moi j'avais quand même une question là sur aujourd'hui les freins que tu as rencontrés, alors pas qu'en tant que DSI, mais dans votre secteur d'activité, à la mise en œuvre déjà de cette réflexion sur l'usage des données, et puis au premier pas, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est au-delà des enjeux, c'est quoi les freins au démarrage? Alors, il y a deux freins principaux. Il y en a un qui est technique. Je recoupe avec ce que disait Jérôme précédemment, les interfaces. Les interfaces, c'est une vraie galère parce qu'on a 36 outils qui font des choses différentes. Il y a deux stratégies. C'est soit on veut tout y mettre dans un outil commun et c'est très compliqué parce que ergonomiquement, on ne s'y retrouve pas. Soit on veut faire communiquer tout le monde, mais il y en a qui comprennent le mot web service, il y en a d'autres qui ne comprennent absolument pas, il y en a d'autres qui sont ouverts et d'autres qui sont fermés.
Donc ça, c'est un énorme frein dans notre secteur d'activité parce qu'on a un gros panel d'outils, mais rien ne communique. Le deuxième frein, je dirais qu'il est culturel. Parce que comme on s'appuie beaucoup sur des statistiques et sur, en quelque sorte, du flair ou du feeling, bah, la donnée, on va avoir du mal à évaluer son retour sur investissement. Ce secteur, il a toujours travaillé comme ça. Donc, amener de la matière sous forme de données, c'est quelque chose qui peut être appréhendé bien ou moins bien en fonction des personnes qu'on a en face de nous. Et ça, tu estimes que c'est une problématique sectorielle? C'est lié au profil de l'entreprise, des collaborateurs? C'est quoi le sujet si on parle de maturité dans l'entreprise? Enfin, effectivement, hein, pour avoir aussi un entourage qui travaille dans ce secteur-là, je suis sensibilisé à la difficulté que de faire changer les postures et les mentalités. Là-dessus, c'est quoi ton avis? C'est une question de formation? C'est une question de secteur d'activité? C'est quoi le sujet? Je pense que c'est le secteur d'activité. Parce qu'à la base, je pense, il y a quelques décennies, on achetait des matériels qui étaient basiques, qu'on relouait de façon basique. Donc, les ratios étaient assez simples à trouver. On avait des équipes qui n'étaient pas forcément colossales et on s'y retrouvait dans nos ratios. Aujourd'hui, il y a plein de problématiques nouvelles. Déjà, l'évolution de la technologie, l'évolution de l'offre, parce que quand avant, il y avait une simple chargeuse, aujourd'hui, on en a 10 différentes. Euh, il y a les spécialités. Aujourd'hui, on parle de magasiniers, on parle de logisticiens pour les livraisons, on parle de chauffeurs. On a tout un public à manager, entre guillemets, qui a fortement évolué parce que les besoins des clients ont évolué et le secteur d'activité, le secteur n'était pas prêt enfin, le fait opérationnellement parlant, mais au niveau de la donnée, n'était pas prêt à ce changement culturel. Ok. J'ai une question, je vous interromps dans votre balai. Depuis tout à l'heure, tu parles de statistiques. Oui. Et tu dis on fait plein de statistiques, mais on n'a pas de data. On ne fait pas de stats sans data, ou en tout cas sans données ou sans chiffres. Est-ce que c'est peut-être sémantique ou psychologique, ou je ne sais pas, mais en tout cas, est-ce que tu peux nous expliquer quelle différence tu fais entre des statistiques et de la data et pourquoi dans les phrases que tu viens de prononcer jusqu'alors et qui sont très claires, tu fais cette différence-là? Alors, pour moi, la statistique, c'est quelque chose qui est figé, qui va sortir à intervalles réguliers, qui s'appuie sur de la donnée comptable principalement. Donc, on va sortir de la statistique, on va savoir combien on a fait de chiffre d'affaires, dans quelle catégorie, combien on a fait d'avoir, quel est le ratio d'un équipement par rapport à son prix d'achat. Ça, c'est statistique, c'est figé, ça sort tous les mois, tous les 6 mois, tous les ans, mais ça ne bouge pas. Le problème, c'est qu'au niveau, pour l'exploitation quotidienne, la donnée, il faut qu'elle bouge de plus en plus. Parce que les décisions, elles doivent être prises rapidement. Si on a un besoin sur un nouveau matériel, sur un nouveau produit, pour travailler avec des nouveaux clients, par exemple, il faut que ça aille vite. Donc là-dessus, on peut aujourd'hui difficilement s'appuyer sur des statistiques qui ont déjà un train de retard. C'est plus la posture entre données statiques et données dynamiques, enfin en gros les choses qui sont évolutives et qui doivent être rafraîchies de manière très régulière et qui doivent vivre en final. Exactement. Pour moi, l'analyse et la donnée, ce que j'appelle la donnée aujourd'hui, c'est l'interconnexion entre tous nos systèmes et ce qui va faire que la donnée est dynamique, mais surtout communique entre un système de RP et un système, par exemple, de géolocalisation. Aujourd'hui, dans la statistique, je n'inclus pas ces notions. Ok, clair. Merci. Merci. Je te propose de passer sur les fameux cas d'usage que vous projetez. Alors du coup, je ne te demanderai pas de décrire ce diagramme, mais plutôt de nous parler en gros des usages qui sont importants chez vous et qui, au regard du retour sur investissement que ça permettrait de générer ou de l'apport justement de la donnée dynamique, tu penses qu'il y a de réels enjeux et des réponses à vos enjeux métiers?
Bah, quand on a travaillé avec Data Shooting sur ce sujet, ce qui était très intéressant, c'est de mettre en avant les données, justement, non pas les données brutes, mais les cas d'usage qu'on avait en tête. Et bon, après plusieurs heures de travail, il en est sorti ce graphique. Et ce graphique, on voit qu'il y a des sujets, des cas d'usage qui sont intéressants pour l'entreprise et d'autres moins. Ce n'était pas forcément l'idée qu'on en avait, très clairement. Aujourd'hui, évidemment, les indicateurs de pilotage avancé, ça, c'est un cas d'usage qui passera pas au travers parce que comme on s'appuie sur des statistiques, on va passer par les indicateurs. Mais tout ce qui est chauffeur, c'est quelque chose qui nous préoccupe depuis longtemps. On ne savait pas que c'était aussi compliqué. Donc, dans ce graphique, on l'a divisé en deux. On va faire une préétude qui est quand même assez lourde, mais il semblerait pas très rentable. Mais on va quand même y aller parce qu'on a un espèce de sentiment que c'est important. Par contre, tout ce qui touche aux clients, on voit que c'est les cas les plus rentables. Et effectivement, aujourd'hui, avoir un système qui nous dit bah, vous n'avez pas de disponibilité, donc le prix que vous êtes en train d'appliquer, il est trop faible, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas aujourd'hui et qu'on ne sait pas faire aujourd'hui puisqu'on n'a pas d'outils à disposition qui permet de nous aiguiller sur les bons tarifs. Et ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de devenir dynamique avec notre réflexion et nos réponses quotidiennes sur les prix, sur la relation avec nos clients, la rentabilité de nos machines. Et là, vous avez, par exemple, le ROI équipement par client. Donc ça, c'est une donnée avec quels sont les clients les plus intéressants à travailler. Quel est le bon prix? Ça, je l'ai dit. Quelle est notre valeur de parc? Ça, aujourd'hui, à part dans un tableau Excel, on ne connaît pas réellement la valeur avec, je ne parle pas de la valeur à neuf, je parle de la valeur réelle avec le nombre d'heures, le nombre de l'usure des machines, la valeur de nos actifs. Et tout ça, c'est des sujets qu'on pourra travailler grâce à la donnée uniquement. Ok, top. Simon, tu as des questions par rapport à ça? Ouais, moi j'aime bien ce que tu as dit, dire OK, d'un point de vue financier, la rentabilité, on la voit peut-être pas, mais d'un point de vue métier, on a le feeling. On sent que c'est ça le sujet. Et j'ai pas de question, mais j'ai une remarque et je trouve que c'est très vrai. Il faut jamais oublier que la donnée, c'est de la donnée, et sans métier, ça n'a pas de sens. Ou en tout cas, ça a beaucoup moins de sens. Et donc, croiser les deux est extrêmement important. Et je trouve que cette remarque, cette phrase que tu as dite, elle est assez intéressante là-dessus parce que aujourd'hui, je pense pour être une bonne entreprise, un bon entrepreneur, il faut bien connaître son métier et savoir utiliser les data pour voilà, objectiver, comprendre, aller chercher. Et cette remarque, j'aime beaucoup dans ce que tu as dit. Ouais. C'est marrant parce que la semaine dernière, j'ai entendu à peu près la même phrase, c'est-à-dire on entendait beaucoup parler de l'intuition du chef d'entreprise. L'intuition est forcément liée à l'expérience, mais l'intuition, elle a besoin d'être validée parce que des fois, on peut se tromper, on peut surévaluer quelque chose ou le sous-évaluer. Et c'est vrai que dans ces cas-là, la donnée peut apporter un nouvel éclairage. Et effectivement, d'autant plus que quand elle est dynamique, ça peut évoluer dans le temps, surtout dans cette période où les choses évoluent très vite, à la hausse comme à la baisse. Tout à fait. Yes, je te laisserai peut-être développer alors, les actions que vous avez prévues sur ces sujets data chez Sofilec, comme ça tu pourras nous expliquer un peu plus concrètement les choses. Donc, les actions prévues, on se rend compte aujourd'hui, c'est quelque chose qui, il y a 5 ans en arrière, on ne connaissait pas vraiment. Progressivement, on intègre la géoloc sur tout notre parc et on se rend compte que la donnée, elle est richissime. Ça nous apporte des informations d'un point de vue client, d'un point de vue vol, puisque c'est la valeur de notre parc, hein. Ça nous apporte plein de leviers, mais aujourd'hui, quand on intègre la géoloc, qu'on la met en parallèle de notre système, c'est quand même compliqué à l'interpréter. Par exemple, l'effet Covid, tout le monde connaît l'effet Covid. Regarder les machines, les matériels qui tournent et qui ne tournent pas alors qu'on a une géologue sur la plupart de nos matériels, ce n'est pas si simple. Il faut faire des sacrés croisements.
Donc ça, c'est un gros axe de travail qui est en cours. Travailler sur l'entretien, évidemment, parce que c'est pareil, on travaille au feeling, mais quels sont les modèles ou les marques de matériel qui nous coûtent le plus, parce qu'aujourd'hui, on va avoir une rentabilité brute, mais est-ce qu'à cette rentabilité, il ne faudrait pas l'optimiser avec la perte liée à l'entretien? Donc ça va être un énorme travail qu'il va falloir faire avec de la donnée. Travailler sur les appels d'offres. C'est un use case qui est sorti et qui est assez simple à mettre en œuvre. Donc, on a déjà commencé. Donc, ça, on a mis quelqu'un pour travailler sur ce sujet. Maîtriser notre parc, évidemment. Pas acheter trop, ou en tout cas, pas acheter ce qu'il ne faut pas et surtout s'en séparer quand il le faut. Et évidemment, comme je l'ai précisé tout à l'heure, ouvrir le sujet sur la tournée des chauffeurs, qui là, c'est plus un pressentiment qui nous fait ouvrir ce sujet. Mais inévitablement, il faut qu'on qu'on franchisse ce cap et voilà. C'est une grosse problématique sur l'Oc+, parce qu'on est toujours au service de nos clients. Donc, c'est le service, c'est la livraison également. Mais ce service, il nous coûte de plus en plus d'argent. Donc, il va falloir le maîtriser au mieux. Super. Merci Florent. Je crois que tu as un certain JSV qui t'envoie des petits messages réguliers pour rajouter de l'information sur ce que tu es en train de dire. Et JSV se reconnaîtra. Est-ce qu'il y a des questions pour Florent par rapport à leur métier, par rapport à ce qu'il vient de vous partager? N'hésitez pas encore une fois. On n'est pas dans un webinar dirigiste et orienté à vendre des trucs à gauche et à droite. Là, on est plus dans un moment de partage. C'est encore une fois un beau retour d'expérience. En plus, c'est des choses Ouais. très concrètes, effectivement, sur la structuration de la réflexion et comment, pour le coup, là, vous êtes en train de découvrir, finalement, tu as dit plusieurs fois, la force de la donnée pour Ça. vous aider à mieux exécuter votre métier, qui a l'air de déjà quand même être pas mal exécuté. Mais on voit, on sent la force et la puissance de la chose. Donc, c'est très, très enrichissant d'entendre ça. Et ce qui est intéressant, c'est le parcours, en fait, parce que en termes de maturité, c'est vrai que nous, cette logique de maturité, elle est importante et on la remet toujours sur la table, c'est qu'on ne peut pas aller griller toutes les étapes et passer directement à la data science ou tout à l'heure, Jérôme parlait de maintenance prédictive ou pas de maintenance prédictive, de modèles prédictifs, etc. Ça ne se fait pas quand on n'a pas passé les premiers jalons qui sont déjà le décisionnel. Et voilà, ces fameuses statistiques dont parlait Florent, c'est le premier étage de la fusée. Et il faut grandir en maturité aussi. Gaël, je peux t'interrompre, je sais pas, c'est un certain JSB qui te parle. Ah bah super, vas-y JS. Il va falloir que je mette ma cheutron alors. Mais je sais pas si ma caméra doit marcher. Ici, c'est bon. Vous voyez, coucou, ouais. Non, je rebondis là-dessus. L'étape de maturité, elle était essentielle en termes de. En fait, ce qui a démarré le tout, c'est la frustration. C'est la frustration d'être certain d'avoir une masse de données qui est ahurissante. On avait plusieurs années de bouts de chiffres qui se baladaient sur le serveur, derrière le RP, etc. Et finalement, toujours regarder les rétroviseurs, ça apporte, bon, c'est sympa, hein, ça fait bosser les contrôleurs de gestion. Je suis moi-même DAF à l'origine, donc je vois à peu près de quoi on parle. Mais en pratique, ça ne sert pas la progression de la boîte. Ce qui sert la progression de la boîte, c'est structurer ces données, les mettre en cohérence et leur donner, je dirais, une direction stratégique. Et ça a été l'objet number one de conviction du CODIR. Ça a été démontrer qu'avec tout ce qu'on avait en parc en données, on allait pouvoir en faire quelque chose pour l'exploitation. Et ça, c'est le plus important. Parce que chez nous, parler tableau et contrôleur de gestion, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est que le directeur technique, on lui apporte quelque chose. Il faut que le directeur d'exploitation, on lui apporte quelque chose. Et le comité de direction de la même manière. Donc, on a travaillé que sur des cas où la donnée servait la création de valeur dans l'entreprise. Et je crois que c'est l'essentiel. C'est bien de faire des tableaux de bord, mais au-delà de ça, si on peut
apporter de l'économie parce qu'on va faire en sorte que les chauffeurs ne tournent pas à vide, que ça va apporter un éclairage sur les coûts d'utilisation de notre parc en rétrospectif, mais surtout en prospectif. Et grosso modo, on va en faire plus avec moins. C'est là où on a raccroché les wagons du comité de direction. Et ça a vraiment été tout cet objet-là, c'est de tout ramener sur une colonne vertébrale. Bon, après, ça ne se fait pas tout seul. Hein. Ça ne se fait pas tout seul. Et c'est là où, effectivement, l'intervention de Data Sulting pour nous a été clé, hein, parce qu'il fallait mettre en musique et en adéquation un peu l'hétérogénéité de nos sources de données. Voilà. Donc, on espère être à l'aube d'une vraie révolution sur cette partie-là. Voilà, c'était juste pour compléter ce qu'a dit Florent. Merci, c'était très clair et très complémentaire. Muchas gracias. Du coup, alors là, on a quasiment tourné la présentation, en tout cas des deux intervenants. Est-ce qu'il y a des questions qui remontent? Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez aborder ou que vous n'avez pas vues et que vous aimeriez partager? N'hésitez pas, votre micro peut être ouvert. Vous pouvez lever la main, vous pouvez écrire dans le chat. C'est fait pour ça. Il nous reste une vingtaine de minutes, je crois, donc n'hésitez pas. Enfin, ou alors, si vous préférez déjeuner tout de suite, c'est aussi possible. Ça nous va bien aussi. Oui, et plus généralement, s'il y a des sujets effectivement que vous aimeriez voir traités dans le cadre de cette factory, voilà, comme l'a dit Gaël en introduction, hein, notre objectif à nous, c'est d'essayer voilà, de lever un peu le capot de la donnée d'un point de vue technique, d'un point de vue usage, d'un point de vue métier. Je pense que là, on a eu deux beaux exemples. Le choix du BTP s'est fait effectivement en lien avec la saison de Digitalis Future là, qui est actuellement en cours chez Digital 113. Donc, on arrivera certainement sur des sujets santé dans les mois qui viennent. Néanmoins, voilà, s'il y a des thématiques, des sujets sur lesquels vous posez des questions, n'hésitez pas à les partager, à en faire part. Ça nous permettra, nous, d'affiner la grille de programmation pour la rentrée qui arrive en septembre. On n'a pas eu beaucoup de questions aujourd'hui. D'habitude, on a des questions quand même. On a un bel auditoire, mais on a peu de questions. Messieurs, dames, n'hésitez pas. C'est Marie, c'était juste pour vous faire un coucou. Mais alors, c'est vrai, pour le coup, moi, je suis avocat, donc je suis forcément moins branchée par le domaine du BTP et j'ai moins de clients. Non, mais donc, tu sais, Marie, le sujet RGPD intéresse beaucoup Florent. Hein, tu peux lui en parler. Non, mais on en a tous marre du RGPD. Non, moi, juste les éclairages que j'avais eus, c'était plutôt des éclairages de start-up, donc plutôt en lien avec le premier intervenant qui développait des logiciels d'aide aux entreprises de BTP. Et c'est vrai que je vois les deux écueils pratiques qui sont rencontrés. Le premier, c'est la résistance au changement, parce qu'il faut quand même obliger les gens à changer d'outils informatiques. Et même si on leur explique que c'est pour du mieux après, il y a quand même un vrai frein. Donc, moi, je vois qu'ils ont quand même du mal à essayer de vendre ce business-là à cause de cette résistance au changement. Et c'est vrai aussi que le principal apport, et là, c'est ce que disait le deuxième intervenant, c'est on gagne en productivité et en rentabilité. Donc, quand c'est pour l'entreprise en interne, c'est facile. Mais quand il faut vendre ça à des clients, comment valoriser le gain de productivité pour chiffrer le prix du logiciel, ce n'est pas forcément évident. Donc, voilà les deux petits éclairages pratiques que je pouvais avoir, mais dans la limite de mes compétences en matière de BTP. Après, sur la partie Jérôme Braga, le premier intervenant, la problématique qu'on a sur les données, c'est qu'on commence à avoir des données de plein de personnes, de plein d'intervenants. Donc, ça va être les données du client final qui est un NGE, un RACI, un FH, les données du bétonnier. Et on se perd un peu sur à qui appartiennent les données et le fait que nous, on reconstruise des données. Et nos clients veulent plus ou moins donner accès, d'autres ne veulent pas d'accès. Donc, il y a quand même pas mal de questions qui se posent sur la propriété des données, sur la RGPD et sur l'accès à ces données et l'exploitation des données. Donc, ils se posent pas mal de questions sur ce point-là. Alors, mais pour le coup, indépendamment du RGPD qui ne concerne vraiment que les données à caractère personnel, sur les données autres que personnelles, il y a un vrai sujet sur la propriété des données parce que le droit vous dit qu'en soi, une donnée n'est pas protégeable. Et on arrive principalement à les protéger par le prisme des bases de données, mais ce qu'on protège, c'est plus la structure de la base et le temps qu'on a passé à constituer la base que la donnée en elle-même.
Et pourtant, on sent bien que la donnée, même individuellement, a de la valeur, mais c'est vrai qu'au niveau juridique, on a beaucoup de mal à protéger ces données. Et pour autant, chacun veut dire celle-là est à moi et les copains n'ont pas le droit de les utiliser, quoi. Ah ouais. C'est un vrai sujet, c'est vrai que c'est une thématique qu'on peut mettre dans notre liste là, trouver des échanges là-dessus parce que c'est ce que tu dis, Jérôme, hein, c'est une vérité. Et puis pour les grands groupes encore plus, hein, qui ont quelque part des injections de leurs actionnaires et ainsi de suite, ou même de l'environnement économique global qui dit les données, c'est la valeur, c'est l'or noir de demain, c'est tout ce qui fera demain la valeur de la boîte. Donc il y a une grande difficulté à partager et effectivement à collaborer ou à la transmettre, ou ainsi de suite. Et pourtant, il y a une volonté opérationnelle. Donc trouver les bons axes, je trouve, tu as ta remarque intéressante là-dessus. Après, nous, la difficulté qu'on a, c'est qu'on voit des mécanismes, des algorithmes. Je vais vous prendre un exemple. On est pratiquement capable de sortir le volume de béton d'un client sur l'ensemble de la France à travers tous les bétonniers que nous avons. Donc, à travers tous les clients que nous avons, nous sommes capables de connaître les volumes de béton sur les régions qui sont exploitées, etc. Et ça reste des données très sensibles et qu'on ne préfère pas exploiter pour ne pas perdre nos clients. Alors qu'aux États-Unis, c'est carrément l'inverse. Ils s'en moquent complètement. Ils exploitent n'importe comment les données. Ils ont des données concurrentielles dans tous les sens. Mais nous, c'est des choses qu'on s'interdit au vu du risque qu'on peut avoir sur ces données. Je crois qu'on a Christophe qui veut poser une question. Il a allumé sa caméra, son micro est prêt. À toi, Christophe. J'avais une question, mais que j'ai perdue entre-temps, mais ce n'est pas très grave. L'échange était vraiment très, très intéressant. Donc déjà, je voulais vous remercier pour l'organisation du webinaire, puisqu'on avait 2 entreprises qui sont dans le secteur BTP, mais assez différentes, avec une approche vers l'extérieur et une approche vers l'intérieur. Et en fait, on a 2 ambassadeurs pour essayer justement de démontrer qu'il y a du sens à aller traiter des données pour les boîtes. On parlait de l'intérêt. Moi, j'ai le cas d'entreprise générale que j'essaie un peu de challenger sur le sujet. C'est compliqué, même si elles font le constat que faisait JSV, on a des données, on ne les traite pas. Donc je pense que l'interaction du JSV, vous l'avez enregistrée, mais ce serait utile de pouvoir la diffuser et qu'on puisse l'envoyer à des dirigeants d'entreprises générales notamment. C'est un premier commentaire. Ensuite, pour revenir sur la présentation, la deuxième présentation, j'avais une petite question. C'était donc aujourd'hui, vous êtes en train finalement de vous convaincre ou de convaincre en interne qu'analyser vos données va mener de la valeur. Qu'en est-il après sur des services que vous pourriez proposer justement aux entreprises générales qui peuvent être vos clients et qui pourraient trouver de l'intérêt aussi dans l'aspect de productivité sur le chantier, d'utiliser l'ensemble des objets que vous auriez pu intégrer dans vos machines? Est-ce que c'est quelque chose qui est une perspective chez vous de développement, ou vous attendez déjà de valider en interne que les efforts que vous avez mis aujourd'hui ont du sens? Alors, Florent, je vais prendre la main et je vais répondre pour partie. Bon, déjà, on ne veut pas qu'ils le sachent trop parce que déjà, ils nous demandent énormément de data concernant leurs propres achats, j'allais dire. Ils veulent savoir combien d'heures, combien de locations, combien de ci, combien de mi. Avec un driver, c'est qu'ils veulent absolument nous convaincre de leur louer les machines à l'heure. Aujourd'hui, on leur loue à la journée, ils veulent nous amener sur un terrain où on ne veut, nous, pas aller, à savoir la location à l'heure, pour une raison toute simple, c'est qu'il arrive que des fois, ils n'utilisent pas sur chantier une machine, et la louer à l'heure, ça voudra dire que tous les trous d'utilisation qu'il y aurait, on ne serait pas en capacité de leur valoriser. Donc, on essaie de leur en donner, mais pas trop, si vous voyez ce que je veux dire. C'est une des premières difficultés. Donc, là où je pense qu'il y a une direction, c'est on est en train de voir la RSE qui arrive à grands pas dans tous les sens. Et là, la statistique, elle va aller sur quelles sont les statistiques d'utilisation pour telle catégorie de matériel, sur tout ce qui va être pour tous les grands groupes, leur scope, alors je ne l'ai plus en tête si c'est 2 ou 3, mais toute la production qu'ils embarquent, eux, dans leur process de transformation. Et là, ils vont nous demander des données qui vont sous-tendre leurs propres statistiques, alors d'émissions, d'utilisation de X, Y et Z.
Je pense que malheureusement, ils vont nous utiliser beaucoup à nous. Et eux, leurs statistiques, quand on voit l'état de leurs systèmes d'information qui sont souvent en chantier ou en train de changer, etc., j'ai bien peur qu'ils ne soient jamais prêts, en fait. Que la masse de données interconnectées chez eux soit trop importante ou trop hétérogène pour arriver à en faire quelque chose. C'est le sentiment que j'ai, hein, c'est-à-dire ils nous utilisent nous parce qu'on a beaucoup de données les concernant et que finalement ça leur suffise, quoi. C'est un peu le sentiment que j'ai. Ça veut dire qu'il reste dépendant de toi. Quelque part, tu as la main. Donc, ça peut être intéressant aussi si on le regarde dans l'autre sens. Il y a, enfin, oui, il vous reste des clients à aller chercher, mais il faut les convaincre, quoi. En plus, ils ont les portefeuilles en peau d'oursin et les poches cousues. Donc, c'est un peu la difficulté avec ces gens. Mais après, ils ont des masses de données qui sont juste invraisemblables, ces gens-là. C'est invraisemblable tout ce qu'il y a à traiter. Surtout, enfin, moi, je le remets toujours dans le cadre RSE, les plans climat qui sont en train de sortir à droite et à gauche. Et quand on sait que le bâtiment, et notamment le béton, dans une petite perche à Jérôme, ça pèse pour une part qui est quasiment, je crois, de 40% sur les émissions en France, la data va nécessairement driver tout ça à un moment T. On va avoir besoin d'une consolidation de données, on va avoir besoin d'une grosse part d'optimisation et de réflexion, et c'est la data qui va amener ça au secteur du BTP. Ça, la maquette des bâtiments, hein, on parle de plus en plus de BIM, etc. Il y a beaucoup de choses qui vont devoir être drivées par la data dans le secteur BTP. Après, tu as du béton bas carbone maintenant. Ouais, ça c'est le nom. C'est le béton moins carbone. Moins carbone. Bon. Ils ont d'autres problèmes aussi avec la ferraille et le bois. Hein, mais oui, c'est par ailleurs. Du coup, JS, tu as abordé le sujet. Du béton bas carbone, ça serait une innovation majeure. Hein. Mais ouais, il y en a, mais bon. Le béton bas carbone, en fait, c'est la nouvelle norme. Au final, c'est de remplacer le ciment, de remplacer tout ce qui émet les liants pour réduire les effets de gaz de CO2 qui servent à produire du béton. Mais après, ça va aller plus loin sur tous les matériaux qui sont apportés aux centrales, donc tout ce qui est extrait et tout ce qui est transporté. Nous, sur le Grand Paris, on a des soucis parce que beaucoup de granulats, donc de cailloux, sont amenés par des véhicules poids lourds dans Paris, alors qu'on pourrait utiliser un peu plus les péniches, les choses comme ça. Donc, il y a pas mal de choses à faire. J'ai cru que tu allais dire les vélos cargo, vu que c'est la grande mode dans les villes. Quand tu vois le volume qu'ils ont, quand tu as des centrales qui font 1000 mètres cubes de béton jour en vélo cargo, ça va être dur. Ah non, mais c'est la grande. J'attends de voir le vélo cargo toupie. Déjà qu'ils les mettent en électrique et en gaz naturel, ça sera déjà bien. Après, blague à part, il y a aussi une poussée future, je pense, de la préfabrication en usine, donc des modules qui viendront un peu atténuer tout ça parce qu'on maîtrise bien mieux un process industriel sur chaîne que le chantier. Le chantier, c'est une gabegie, c'est un gaspillage de ressources. Ouais. Et c'est pour ça que je parle de la data, c'est-à-dire que je pense que le législateur, à un moment donné, va tordre le bras à tous les grands comptes du bâtiment et des travaux publics en leur disant les gars, vous n'avez pas le droit d'en foutre partout, vous n'avez pas le droit de balancer autant de matériel, de déchets de chantier, vous n'avez pas le droit de gaspiller autant de ressources, donc s'il vous plaît, améliorez-vous, quoi. Et il va les contraindre, à mon sens, hein, à être meilleurs sur tous ces schémas-là, quoi. Donc, l'impression 3D va permettre de donner des solutions quand même assez en termes économiques qui sont pertinentes pour ce genre de process, quoi. Ouais, tout à fait. Et du coup, là, tout à l'heure, je reviens sur le sujet RSE, là, sur justement les indicateurs extra-financiers. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup, parce que tout ça, le RSE, c'est effectivement, il y a plein d'actions, mais comment c'est mesuré, comment c'est évalué et qui le fait d'ailleurs, qui le met en œuvre? Parce que là, on connaît des Vinci, etc., qui mettent plein de choses dans leur consultation et appel d'offres. Ouais. Mais concrètement,
qui valorise les indicateurs extra-financiers? Alors ça, c'est la tarte à la crème. Alors nous, on est champions du monde parce que chez Log+, on a une devise, c'est numéro 1 du service client. Alors c'est nous qui nous la sommes décernée, donc ça c'est impeccable. Et je pense qu'eux, ils font pareil, c'est-à-dire qu'ils s'arrogent un certain nombre de labels qui d'ailleurs qu'ils doivent avoir inventé eux-mêmes. Donc ça, c'est un premier point. Nous, on a fait un choix qui est un peu, qu'on espère être plus sensé, c'est-à-dire on s'appuie sur des organismes extérieurs qui font une analyse de données extra-financières sur la base de questionnaires. Nous, on a utilisé une boîte, bon, je ne vais peut-être pas faire trop de promo, mais bon, ça s'appelle Génétique. Hein, c'est une start-up qui a un espèce de schéma, un canevas de questionnaires qui permet à la fois de faire du constat et puis du plan d'action. Et le DOS derrière, c'est d'aller chercher un label qui s'appelle Lucie. Et point commun des sujets RSE, ça s'appuie sur des données, des masses de données, sur vous consommez combien d'électricité, machin, etc. Alors si on doit demander au comptable d'aller trier les factures, ça va prendre longtemps, quoi. Heureusement, on avait mis des petits capteurs derrière chaque compteur, etc. Donc, ça nous a permis de travailler sur des données à proprement parler qui sont non daubées et qui sont faciles à produire, qui allaient derrière nos compteurs électriques, l'eau, etc. Et du coup, on appuie notre stratégie RSE sur des chiffres, quoi, et de la data. Alors, petite maille ou grande maille, hein, ce n'est pas des trucs croisés, mais c'est des vrais chiffres de consommation, c'est des vrais chiffres de consommation, voilà, ce genre de choses. Et donc, ouais, on appuie la stratégie RSE quand même sur des tiers indépendants qui sont là pour regarder ce qu'on fait et si on ne raconte pas trop de conneries, quoi. Ouais. Ah, ok. Top. Non, mais ça, c'est intéressant parce que le sujet RSE et data, ça revient régulièrement. C'est comment je peux, quelle data et où je vais les capter, enfin où je vais les collecter pour répondre à ces indicateurs RSE et comment je peux valoriser l'impact de mes actions au final qui ne sont pas que sur la performance financière de l'entreprise. De toute façon, il y a un truc qui est clé. Alors là, je vais emprunter les termes de mon président bien-aimé, Antoine Lequelec, qui dit « tout ce qu'on ne mesure pas ne progresse pas ». Je pense que c'est absolument vrai. C'est absolument vrai. C'est-à-dire que le feeling, c'est super. Il faut avoir du nez. Hein. Tous les chefs d'entreprise savent de quoi je parle. Pour autant, on peut être très bon ou très nul, mais on ne le sait jamais vraiment, quoi. Là, typiquement, on parlait RSE, on parlait data. On a confronté un questionnaire, des données avec une boîte qui est externe, hein, qu'on connaît ni d'Ève ni d'Adam. On a balancé tout ça, on a mis ça dans une grande machine à laver. Et le mec, il dit, voilà, votre score RSE, il est à 69%. Voilà. Là, on a un chiffre. On a quantifié la boîte en écologie, en social, en gouvernance, en économique. On a mis des valeurs derrière, paf, paf, paf. Et maintenant, le plan d'action, il va se baser sur… alors, il y a 97 ou 98 indicateurs qui ont été shiftés de 1 à 10. Et puis, il y a un plan d'action qui vient derrière. Mesurer égale faire progresser. Là aussi, voilà, sans la data, comment on fait progresser, quoi. Mais comment on reste performant aussi. Pardon ? Et comment on reste performant? Parce que si tu progresses à un moment donné et que tu n'as plus d'indicateurs, tu verras plus que tu restes performant aussi. Donc, ça permet de toujours avoir un niveau et de rester toujours au top quand tu as atteint ton objectif. Voilà, c'est garder le système métrique, mais s'y confronter régulièrement. Bon, l'ajout d'un tiers là-dessus permet de rassurer les parties prenantes à l'extérieur. Nous, on a des investisseurs, évidemment. Ils poussent beaucoup là-dessus. Ça permet quand même d'assurer qu'on n'a pas de daubé nos chiffres, quoi. Même si on reste numéro 1 du service client.
Super, merci beaucoup pour ces retours. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je vois qu'on commence petit à petit à perdre des participants. Il est 13h. Oui, bah, je pense que là… Il est long. Voilà, il y avait la date suivante. Alors, la date suivante, Simon, hein, c'est toi qui es responsable. Hein. C'est toi l'apéro. Ah ouais, pourquoi c'est moi qui suis… C'est toi qui Non, mais je l'apéro, donc c'est pas moi. Un apéro à barbecue, mais pour l'instant, ça n'est pas préoccupé. Non, on s'en est pas occupé. L'idée qu'on avait, c'était justement juillet. On sait que c'est un mois qui redescend en termes d'activité. En tout cas, à partir du 14-15, là, ça commence à être beaucoup plus calme. Donc, on avait proposé effectivement de faire un apéro, effectivement, finalement sur chacun des deux territoires, Toulouse-Montpellier. Terrasse, je sais pas pourquoi. C'est quoi terrasse? Qu'est-ce qu'on avait oublié de dire avec terrasse? Non, on le fait sur une terrasse. Ah, on le fait sur une terrasse, oui, on le fait dehors. Oui, c'est des problèmes de Covid. Et le brief, hein. Non, c'est fini. Donc, peut-être qu'on fera un doodle ou on enverra un mail à l'ensemble des participants pour voir qui est intéressé et quelle serait la meilleure date, parce qu'effectivement, on sait qu'à partir du 15, il y a des dates qui sautent. Et puis, nous, on va travailler avec Marie, Magali et Gaël pour vous proposer une programmation sur la fin de l'année. Il y aura certainement des sujets autour de la santé, puisque la saison de Digital et Future Santé se lance. Et puis d'autres sujets, on a vu valeur de la donnée, on a 2-3 sujets qui dans les cartons sur l'industrie et le small data, on a 2-3 autres comme ça qui traînent et qu'on va ressortir dans la programmation. Merci. Sachez que Digital 113 vous demande à chaque fois, alors je ne sais pas s'il y a des nouveaux adhérents ou s'il y en a qui ne sont pas adhérents, mais on peut se identifier qu'on a des intérêts pour le sujet data. Et après, ce qui sera intéressant, et ça on en parlera avec Anne, qui est notre référente chez Digital 113, c'est que potentiellement on vous fasse suivre alors soit un petit questionnaire, soit quelque chose qui permette de savoir quels sont vos sujets de préoccupation principaux. Enfin voilà, l'idée c'est aussi de savoir ce que vous attendez cette année. Nous, on a plein d'idées, mais voilà, c'est les nôtres. On a besoin de les partager, de les challenger, puis d'avoir surtout vos attentes. Vous recevrez de toute façon un questionnaire. En tant que participant, vous recevrez un questionnaire un peu de satisfaction. Et dedans, il y a un petit pavé autre là. N'hésitez pas à mettre vos sujets, vos thématiques dessus. Encore une fois, ça nous aide aussi à avancer. Et effectivement, Gaël, tu l'as dit, pour rappel, on a fait, j'ai peut-être arrêté de parler, mais Digital 113, donc si vous êtes du secteur numérique, devenez adhérent. Et puis si vous êtes secteur hors numérique, parlez de nous. Je pense qu'on amène des vrais sujets, des vrais éléments de réflexion et vous serez les bienvenus pour écouter nos propos et en apprendre un petit peu plus sur les enjeux numériques. Data, en ce qui nous concerne, on a d'autres factories sur l'IA, sur la santé, sur l'IoT qui pourront peut-être vous intéresser. Voilà, les 2 minutes promo et il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée, c'est ça? Et vous retrouvez pour l'apéro. C'est ça. Merci à tous. Merci encore Jérôme, Florent pour vos interventions, excellent. Et JS, alors je suis désolé, moi je ne connais pas plus que JSV. Merci à tous les trois, c'était super. À très bientôt. Merci, bye bye. Au revoir. Bon appétit. Au revoir. Merci, au revoir.